Amis du lundi, hardi, au menu de notre rendez-vous de la réinformation aujourd'hui, Donald Trump. Le président américain est au pouvoir depuis bientôt 100 jours. Il gouverne à un rythme étourdissant, à coups de tweets vengeurs, de décrets jupitériens qui ramènent un peu Emmanuel Macron à ce qu'il est en réalité. Et je me passerai d'un autre commentaire. Et évidemment, à coups d'incidents diplomatiques plus ou moins réfléchis ou souhaités. Et le tout jusqu'à provoquer des dissensions au sein de son propre camp. On sait que Elon Musk a assez peu goûté, je crois récemment, de perdre 300 millions d'euros. Enfin, ce sont des sommes qui nous dépassent un peu, mais lui, apparemment, ça lui tient à cœur. Et qui provoque aussi des chamboulements réguliers dans la diplomatie et l'économie mondiale. Diplomatie et économie mondiale qui semblent directement branchées sur le compte Social Truth de M. Trump. Alors, cette omniprésence est-elle une force, est-elle une faiblesse, est-elle un piège pour ceux qui s'agitent à chacun de ses gestes? Et en bref, faut-il commenter chaque vantardise, chaque insulte, chaque mise en demeure, chaque volte-face ou mise en scène de Donald Trump? Et, question subsidiaire, si on ne le fait pas, alors va-t-il falloir licencier 90% de la presse française qui ne semble plus vivre que pour cela? Alors, nous parlerons aussi ce soir de justice. Une justice dont les décisions, même les plus arbitraires, seraient supposées interdites à la critique, sous peine de sanctions. C'est quasiment du blasphème. Et pourtant, viendrions-nous aujourd'hui, il y a quelques jours, d'assister à un miracle républicain, à une épiphanie citoyenne? Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, a été relaxé, bien qu'il ait publiquement, et à 2 reprises, pas une, mais 2, critiquer le jugement d'une juge. Il nous expliquera donc comment il faut faire pour critiquer la justice et échapper à ses foudres. Absolument. Le vadémécum, le tutoriel. On va faire un tutoriel, exactement. Absolument, je confirme. Et puisqu'on parle de justice, nous reviendrons donc sur l'entrée de Robert Badinter au Panthéon, en incitant François Mitterrand à abolir la peine de mort. L'ancien ministre de la Justice a brisé l'échelle des peines. Il a aussi brouillé les repères des Français en rendant l'État plus soucieux de la vie des criminels que de la vie des innocents, ou des plus vulnérables, ou simplement des honnêtes gens. Et il a contribué donc à brouiller la distinction entre le bien et le mal, pardon d'utiliser des grands mots, en empêchant la justice de châtier ceux qui violent nos principes les plus sacrés, notamment la vie innocente. Par son talent oratoire, sa force de persuasion, sa maîtrise des arcanes du droit et de l'influence, Badinter a fait en sorte qu'en France, seules les victimes puissent désormais être tuées, et plus jamais les coupables, en tout cas par l'État. C'est quand même fantastique. Et pour cela, la gauche a fait de lui un saint laïque, et aujourd'hui, le pape du conformisme, Emmanuel Macron, donc le propulse dans le sein des saints de leur République. Donc voilà, cet événement va être l'occasion pour nous de revenir sur la vie et l'œuvre de cet avocat d'affaires qui a bâti sa statue de héros sur le dos des victimes d'un tueur d'enfants, et accessoirement criminel multirécidiviste, donc Patrick Henry, que Robert Badinter avait sauvé de la guillotine pour le meurtre d'un enfant de 7 ans. Enfin, notre maître des horloges cassées a encore frappé contre son camp pour faire le malin. Emmanuel Macron, donc, qui, il y a quelques mois, accusait les Haïtiens, d'être, je cite, complètement cons. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Parce qu'il n'avait pas suivi ses précieux conseils. J'apporterai des précisions. D'accord. Pour dire si c'est vrai ou faux. Non, je ferai juste un commentaire statistique. D'accord. En tout cas, il a dit qu'ils étaient complètement cons parce qu'ils n'avaient pas suivi ses conseils. Et maintenant, il retourne sa veste en estimant que la crise dramatique que subit Haïti est la faute de nos ancêtres. Alors là, c'est quand même un peu capillotracté, comme on dit. Il a accusé la France donc d'être en partie responsable de la situation d'une île qui s'enfonce dans la violence et la corruption depuis des décennies, malgré des milliards. Et moi, là, j'ai fait une petite addition des milliards qui ont été versés sur cette île depuis les années 1980, sans remonter au déluge. Donc des milliards d'aides au développement et des annulations de dettes aussi à tour de bras. Donc voilà, la France responsable de ce qui se passe à Haïti, il fallait y penser, il l'a fait. Et de notre côté, nous allons justement penser à tous ces sujets avec les horlogers de la réinformation. Alors révérence gardée, puisque nous avons un seul véritable horloger à notre table, qui est Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Et à ma gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre, désormais, c'est le cas de le dire, ou d'une horloge, Richard Dessès, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Bonjour.
Romain Maréchal. Romain Petitjean, directeur général de l'Institut Iliade. Bonsoir. Charles-Henri Deloy, écrivain, et Xavier Van Lierde, journaliste. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire également. Vous pouvez nous parler de Trump, de Macron, de Haïti, de Badinter, de Jean-Yves Le Gallou, enfin de tout ce que vous voulez. En bien seulement. oui, seulement. En écrivant vos messages, donc par courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou courtoisie@rc.fr. Alors, et je vais bientôt me taire, promis, on commence par Donald Trump. Donc Donald Trump termine son premier trimestre à la Maison-Blanche, les fameux 100 jours, et la planète a déjà le tournis. Donc c'est manifestement un choix, puisque on se souvient que l'équipe du nouveau président avait décidé de saturer l'espace médiatique et politique pour imposer son art du deal, donc de la transaction victorieuse. Donc le positif, c'est que Trump a incontestablement mis un coup de pied dans la fourmilière woke de la gauche américaine. Il a clairement redonné un cap aux États-Unis et de l'espoir, sans doute, à une grande partie de ses électeurs. L'inconvénient, l'ennui, c'est que le caractère agressif, mais aussi capricieux, changeant, des déclarations, voire des initiatives parfois de Donald Trump, sa politique du tweet, de la menace, du spectacle, mais aussi ses changements de cap, ses reculades, ses aveux d'insincérité, ses mensonges éhontés, ses mises en scène, ses changements, enfin tout cela donc fragilise les marchés économiques et focalise l'attention des médias sur ses moindres faits et gestes. Alors, j'ai noté que son attitude déstabilise ses partenaires et ses vassaux, mais pas tellement ses principaux adversaires, qui, eux, ont plutôt tendance à le regarder s'agiter et puis à jouer leur partition normalement. On l'a vu avec la Russie comme avec la Chine. Alors, finalement, est-ce que ce ne sont pas eux qui ont raison ? Est-ce qu'il faut réagir à toutes les déclarations de Trump ? Et ne vaut-il pas mieux, finalement, attendre les actes avant d'entamer une réaction ? Richard de Sèze. Alors, il est vrai que dans sa théorie de la négociation, Trump explique depuis plusieurs dizaines d'années, donc là aussi, il est compliqué d'être surpris, qu'il fait exprès de faire des propositions absolument ahurissantes pour que ceux qui les reçoivent soient si scandalisés, stupéfaits ou sidérés par l'affaire proposée, la transaction et les termes de la transaction, qu'ils sont prêts à abandonner une partie de leur position, une partie de leur demande pour éviter la catastrophe. Et donc Trump se félicite en se disant que même quand il perd, en fait, il a déjà gagné quelque chose. Et donc s'il est en position de faiblesse, il réussit à ce que l'affaire soit traitée à meilleure échéance et que ce qu'il avait pu anticiper. Et s'il est en position de force, eh bien, généralement, effectivement, ceux avec qui il traite sont défaits avant même d'avoir commencé. Vous avez raison, comme d'habitude, Monsieur le Président, de souligner que la Chine et la Russie ont l'air de ne pas trop s'exciter. Et vous avez raison de souligner que ce sont ceux qui en fait imaginent ce que Trump va devoir faire, c'est-à-dire ceux qui l'imaginent enfermé dans un système financier dont il serait prisonnier. En fait, non, il n'en est pas prisonnier. Enfermé dans une position de suprématie morale des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. En fait, il s'en moque. Sa suprématie morale, il en tire ailleurs. Il la met ailleurs. Bref, tous ceux qui imaginaient que les positions des États-Unis étaient figées par les démocrates sont évidemment pris à rebrousse-poil. D'un autre côté, si la Chine et la Russie ne bougent pas, c'est pour des raisons assez simples. La Russie a en fait des richesses naturelles stupéfiantes qui ne sont encore pas totalement exploitées, et la Chine a un déficit commercial très confortable avec les États-Unis, des capacités de production qui sont en fait l'intégralité du monde qui vient fabriquer chez elle tout et n'importe quoi, depuis des jouets en plastique jusqu'aux téléphones intelligents de la firme Apple, alors que l'Union européenne, par exemple, est à poil. Et donc, le fait que l'Union européenne, elle, se dise « Ah ben, maintenant que j'ai détruit mon industrie automobile, ça va être compliqué de résister aux automobiles chinoises », c'est normal. Et en plus, elle s'en moque puisqu'elle considère que ce sera très bien pour les consommateurs européens qui pourront acheter du chinois pas cher. Alors, le fait qu'une fois que tous les ouvriers ont perdu leur emploi, ils auront du mal à acheter une voiture de quelque origine que ce soit, c'est autre chose. Autrement dit, on a raison de ne pas s'énerver quand on a les moyens, en fait, de ne pas être totalement vassalisé, inféodé et dominé par les États-Unis. Sinon, on a raison d'avoir peur. Xavier Van Lierde, avez-vous peur ?
Non, surtout, enfin, je pense que à travers les déclarations, certes successives et un peu vibrionnantes de Trump, en apparence, c'est-à-dire que je pense qu'il peut paraître désorganisé et déroutant au niveau tactique, mais qu'en revanche, au niveau supérieur stratégique, en réalité, il ne dévie pas de sa route et de ses objectifs. Je pense que la situation est la suivante pour les États-Unis. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu en quelque sorte la bataille de la mondialisation, avec une balance commerciale extrêmement déficitaire, avec la Chine, mais aussi avec l'Union européenne, et que donc lorsqu'il impose des taxes certes mirobolantes à l'ensemble de la planète, mais aussi s'offusque-t-on à ses alliés, c'est parce que ces alliés que nous sommes, eh bien, ont une balance commerciale, ils ont une balance commerciale très déficitaire avec nous. Et enfin, ils ont un problème budgétaire absolument massif, des déficits publics absolument massifs, et que donc lorsque Trump annonce ces taxes, c'est une façon en réalité de se payer sur la bête de ses alliés. Enfin, ils se rendent compte aussi qu'ils ont perdu, et tout ça, Trump en hérite, il n'en est pas responsable, ils ont perdu la guerre par proxy contre la Russie en Ukraine, et ils se rendent compte qu'ils n'ont donc plus les moyens d'être les gendarmes du monde. Et la solution consiste là, pour Trump, de mettre les gens qui étaient sous sa protection devant leurs responsabilités et d'exiger, comme il l'avait déjà fait lors de son premier mandat, eh bien de prendre en main eux-mêmes leur propre défense. Donc je trouve qu'il y a de grandes variations dans la façon dont il exprime sa stratégie, mais qu'en réalité, sa stratégie reste la même et les objectifs qu'il poursuit restent les mêmes. Et ses objectifs, c'est réduire son déficit budgétaire, et c'est vital, réduire le déficit de balance commerciale et réindustrialiser les États-Unis. Donc je crois qu'on est un peu sévère, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un jour on dit dans cette espèce de tactique de deal 100% de taxes et puis qu'on les réduit ou qu'on fait des moratoires. À 10%. En réalité, ce ne sont que des inflexions sur une route qu'il poursuit quand même sans trop dévier en réalité. Alors évidemment, ça fâche beaucoup de monde parce que ce qu'il fait de la sorte, c'est aussi sortir de l'économie non seulement globalisée, mais financiarisée. Il y a eu quelques papiers qui sont absolument formidables où des journaux de gauche, je crois que c'était Libération, se demandaient si les marchés allaient pouvoir faire entendre raison à Trump. Enfin, c'est fascinant, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de titres qui passent leur temps à dénoncer le capitalisme. À dénoncer le capitalisme et qui se demandaient enfin si on allait revenir à la raison, c'est-à-dire à l'économie financiarisée, qui a quand même été au cœur du malheur, enfin du déclin de l'Occident depuis une quarantaine d'années. Et de la lutte des classes, accessoirement. Je crois qu'au contraire, il est très cohérent, mais dans son style un peu vibrionnant. Voilà. Romain, vous avez parlé dans votre présentation des mensonges de Trump, mais ce sont de tout petits mensonges par rapport aux gros mensonges de la gauche libérale qui était à Washington avant, qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire une politique extrêmement agressive vis-à-vis des Européens, où ils trichent, ils truquent, ils volent, ils nous ont tués à petit feu, ils nous ont vassalisés, mais avec un vernis, une couche de moraline, Hollywood, sympa. On fait ça de façon sympathique. Alors oui, Trump peut paraître un petit peu plus agressif, un peu plus direct. Il a ce côté bulldozer du businessman, voire de l'homme ivre qui va d'un côté à l'autre pour emmener ses partenaires et ses ennemis avec lui. Mais il y a quand même finalement un petit peu plus de clarté dans le jeu. Vous trouvez ? Ben oui. Il dit les choses au moins, il dit ben voilà, on en finit avec ça, on commence avec ci, et il y a moins d'hypocrisie, je trouve, qu'avec l'administration précédente, tout à fait. Nous, c'est difficile puisque comme nous sommes vassalisés, c'est comme si on était des drogués ou des petits-enfants qui se réveillaient d'une sieste un peu trop longue ou on rentrait en cure de désintoxication, on se rend compte que les États-Unis ne nous veulent pas que du bien. D'accord. Jean-Yves Le Gallou. Oui, moi je suis assez sur la ligne de ce qu'a dit Xavier Van Lierde. Il a une ligne claire. En politique intérieure, il combat le wokisme. Et en politique économique, il combat le libre-échangisme mondial. Et s'il y a des perturbations sur les marchés financiers, c'est pas tant à cause de ces coups de ballon d'un côté puis de l'autre, c'est pas le fait qu'il remet en cause le système sur lequel nous vivons depuis 30 ou 40 ans, au bénéfice des grands systèmes qui a fonctionné, au bénéfice des grandes et des très grandes entreprises.
Donc moi je trouve qu'il y a un côté assez positif et que les Européens devraient autant se poser la question, non pas des ripostes aux mesures commerciales que prend Trump, aux mesures protectionnistes que peut prendre Trump, mais se poser la question des mesures protectionnistes à adopter pour les Européens par rapport au reste du monde et en particulier par rapport à la Chine et par rapport à l'Asie. Où on aurait sans doute beaucoup à faire pour essayer de relocaliser nos emplois et nos entreprises dans la mesure où c'est encore possible. Donc je pense que ça devrait nous inspirer plus que nous irriter. D'autant plus que la Chine va déverser ses merdes, excusez-moi du terme, chez nous en Europe. C'est la question suivante. Je laisse Charles-Henri Dell'Oie finir le tour de table et Xavier qui va reprendre la parole après. Ça devient un match de foot, je commente. Monsieur le Président. On vous écoute. Vous avez la parole. Vous nous avez appris un mot il y a un mois, blésimardé. Oui. Moi, je voudrais vous apprendre un autre mot, ultra-crépidarien. Mon Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est le fait de parler de ce qu'on ne sait pas. Exactement, bravo. Il y en a un qui est cultivé ici, Richard de Sèze. Toutes mes félicitations. Et moi, vous voyez, je ne voudrais pas jouer justement le rôle d'ultra-crépidarien parce que j'avoue, sans honte, ne pas tout comprendre du système financier économique mondial. Mais tout ce que je sais, tout ce que je constate, c'est que ceux qui prétendent le connaître, tous nos économistes de salon, tous ceux qui sont là sur les plateaux télé, n'arrêtent pas de dire du mal de la politique économique de Trump. Mais je trouve que les cancres n'ont pas de leçons à donner aux États-Unis. C'est-à-dire que tous les anciens ministres ou les ministres actuels donnent des leçons comme s'ils s'en sortiraient. Faut bien qu'ils gagnent leur vie, mon pauvre ami. C'est vrai. C'est vrai, mais au moins avec un peu de modestie. Donc là-dessus, je trouve que franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas ceux qui nous ont mis dans l'état dans lequel nous sommes qui vont nous en sortir. Voyez, donc ça, déjà, je me sens incompétent et je le dis sans honte pour juger d'une politique économique financière. En revanche, et c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Gallou, c'est que d'un point de vue sur les sujets de société, je me retrouve dans la politique de Trump. Donc, déjà, par principe, je l'approuve. En plus, il est détesté par tous ceux que moi, je désapprouve. Par conséquent, c'est une boussole. J'en reviens toujours à ça, c'est que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Xavier Van Lierde. Oui, on a parlé de l'économie globalisée et financiarisée, la façon dont Trump s'en prend à celle-ci. J'étais frappé de voir dans plusieurs journaux et magazines des articles qui expliquaient à quel point vraiment Trump c'était un abruti, parce qu'avec ses mesures, le prix de l'iPhone allait prétendument exploser pour le consommateur américain. Je voudrais vous expliquer la façon dont ça fonctionne, le commerce de l'iPhone pour un consommateur américain, justement. Alors, je vais donner des ordres de grandeur. Les chiffres sont peut-être exactement les mêmes, mais le principe est celui-là. Un iPhone est fabriqué en Chine et acheté au fabricant chinois 100 €. Ensuite, de façon fictive, par un jeu d'écriture, il transite par l'Irlande, qui est une sorte de paradis fiscal pour les entreprises, où il sera revendu finalement à la filiale américaine 900 €. Tant et si bien que l'État américain, 900 €, il sera finalement vendu 1000 € au consommateur final. Tant et si bien que les impôts payés par Apple aux États-Unis sur la vente de cet iPhone ne porteront que sur les 100 derniers euros, tandis que les 800 autres auraient été sanctuarisés dans les limbes du marché financier mondial. Lorsque Donald Trump impose ces taxes, il ne s'en prend pas seulement aux fabricants chinois, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. Il s'en prend à toute une superstructure qui se gave depuis 30 à 40 ans sur les gens qui travaillent pour de vrai, qui ont fait le malheur à la fois des ouvriers américains et des ouvriers européens, de ceux qui produisent et qui sont dans le travail réel. Donc il y a quelque chose quand même de réjouissant dans cette affaire. Et lorsque Trump frappe aussi l'Europe, c'est aussi parce qu'il sait que cette année iPhone transite par l'Irlande. Il ne s'en prend pas. On veut faire croire que c'est un type ultra violent qui s'en prend au reste du monde. En réalité, il s'en prend à une petite caste, notamment américaine,
qui pratique le parasitisme à très haute échelle et qui tient la plupart des médias, d'où ce genre d'articles qui fleurissent un peu partout, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi beaucoup d'importateurs français qui fonctionnent exactement sur le même modèle. Quand on achète des produits chinois en France, eh bien, la marge n'est pas celle qu'il y a entre le prix final que le consommateur paye et celui qui était payé au fabricant chinois initialement. Entre-temps, le prix a mystérieusement grimpé en transitant par tel ou tel paradis fiscaux. Alors Richard de Sèze qui trépigne d'impatience. Non, je trouve que l'exemple que prend Xavier est excellent parce qu'on peut en avoir une interprétation rigoureusement contraire. Par exemple, Trump a annoncé que sur les taxes qui vont être, les droits de douane qui vont être installés entre les États-Unis et la Chine, justement, les produits comme de haute technologie, comme les iPhones de la firme Apple, seront justement dédouanés. Autrement dit, étant donné les conséquences de l'enchérissement des droits de douane sur Apple, Trump a décidé que justement les produits Apple continueraient à transiter par l'Irlande et à enrichir l'Irlande. On peut d'ailleurs souligner au passage que l'Union européenne, qui est avide de droit, a fait en sorte que l'Irlande et le Luxembourg soient des paradis fiscaux, contrairement au reste du pays. Voilà, le fait qu'un ancien président du Luxembourg ait été aussi l'un des dirigeants de l'Union européenne est sans doute une pure coïncidence. Et deuxième point que souligne une partie des observateurs, c'est l'intérêt des échanges entre les États-Unis et la Chine réside moins dans le volume, c'est-à-dire la valeur absolue échangée, que dans la structure de la valeur. Une fois que c'est vendu 1 000 euros aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans la poche de l'État américain, mais il y en a énormément qui rentrent dans la poche de l'entreprise américaine. Donc ce calcul-là me paraît pas génial. En revanche, oui, on peut souligner, c'est ce que je disais tout au début, qu'il n'a pas peur de l'économie financiarisée et que tous ceux qui nous expliquaient que les accords de libre-échange étaient un crime devraient effectivement, Libération en tête et les écologistes en tête et Sandrine Rousseau en tête, devraient se réjouir du fait que Trump est en train de briser tout ce qui est libre-échangisme et de vouloir remettre en cause l'intégralité des traités de libre-échange qui sont encore en cours de négociation par l'Union européenne. L'Union européenne, elle, refuse de changer de logiciel. Voilà, effectivement, l'Union européenne est surtout très énervée par Trump parce que Trump conteste le système sur lequel elle a fondé sa puissance. Voilà, donc c'est même plus un problème économique, c'est vraiment un problème idéologique. Jean-Yves Le Gallou. Le principe central de l'Union européenne, depuis 40 ans, ce n'était pas le cas à l'origine où il y avait une logique de marché commun, d'espace commun, c'est la libre concurrence, le libre marché sans droit de douane. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, Trump s'y oppose massivement. Alors, il y a une question que je me pose. J'ai vu que les entreprises de luxe avaient exigé des Chinois la confidentialité quant à l'endroit où étaient produits les sacs à main, tous ces produits-là. Il y avait une confidentialité exigée des Chinois et les Chinois ont levé cette règle de confidentialité et baladent partout sur les réseaux sociaux les sacs Vuitton, les montres fabriquées chez eux. Je ne sais pas dans quel esprit ils font cela, puisqu'ils ruinent un petit peu la logique du luxe, qui est aussi le luxe, c'est un produit qui coûte quand même pas très cher à fabriquer et qui coûte très cher en communication et en marge. Oui. Pourquoi les Chinois me révèlent ça, je ne sais pas. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas, parce que je pense en plus que c'est fait dans des ateliers où sont employés ce qu'on appelle des Minggong. C'est-à-dire, en gros, c'est l'armée d'esclaves de la Chine. Alors peut-être pas dans l'univers du luxe. Oui, c'est ça. En fait, il y a quand même luxe et luxe, et par exemple, c'est pas pour défendre, mais enfin comme la contrefaçon de luxe alors. La firme Hermès ne produit pas en Chine, ne produit non, mais Vuitton, Arnaud. Voilà. Il y a une partie des marques de luxe qui sont effectivement. Enfin, il y a une partie des produits sous licence. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est le vrai luxe? C'est-à-dire le vrai luxe. Ou est-ce que c'est en gros les produits dérivés Non, le vrai luxe. Est-ce que c'est le sac à 2 000 euros ou est-ce que c'est le sac à 50 000 euros? Combien? Est-ce que c'est le sac à 2 000 ou le sac à 50 000? Je suis incapable de faire la différence, je dois vous dire. C'est le vrai sac Dati. Pas tous. C'est le vrai sac pour influenceuse beurette réfugiée à Dubaï. Ça nous avance pas des masses là, parce que... Alors c'est le sac à 2000. Bon, merci de trancher. Alors, il va falloir qu'on avance un peu. La question centrale, c'était faut-il réagir tout le temps? Alors, pour conclure, quand faut-il réagir à ce que dit Trump et comment?
Je crois qu'il faut réagir en fait en ayant une politique économique qu'on défend peu à peu, c'est-à-dire pas comme font les marchés financiers, c'est-à-dire effectivement le lundi Elon Musk avait perdu 300 milliards de dollars. Pardon, vous êtes petit joueur, voilà. Mais 3 jours plus tard, il les avait regagnés en fait. Ah oui, et donc en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, cette économie financiarisée est folle, et ces gens qui nous expliquent qu'ils sont du cercle de la raison parce qu'ils gagnent plus que nous, en fait, réagissent comme des poules à qui on a coupé les ailes et la tête. Enfin, c'est grotesque. Et alors que de vrais gestionnaires de fortune expliquent non, puisque Trump a dit ça, puisqu'il a fait ça en 2016, on va voir, on va attendre, on s'excite pas, voilà. Et ça marche. Et ils ont raison de pas s'exciter. Charles-Henri Il Deloy. y a même des journalistes français qui ont soupçonné Trump de faire du délit d'initié en provoquant la chute de certaines actions pour les racheter, les donner à ses copains pour faire un joli coup de bourse, quoi. Ouais, Donc c'est vous dire le complotisme de gauche se Voilà. porte très très bien. Oui, ils adorent le capitalisme financier finalement. Alors un mot en tout cas pour répondre. Quand faut-il réagir à ce que dit Trump? Je suis comme Romain Petitjean. Monsieur de Sèze, c'est tout le temps, mais en ayant tout simplement une volonté, une vision politique et économique. C'est ce qui Mais est-ce nous que manque. c'est vraiment la peine de réagir tout le temps? C'est comme des Oui, des à chaque poules, justement, dans- occasion qui est donnée de faire de la politique et de défendre ses intérêts, ses positions. Les intérêts de Trump ou les intérêts des Français? Ah ben non, mais les intérêts des Français Ah, et bon, des je vois. Européens, pas les intérêts de Trump. Simplement, il remet avec son côté bulldozer un certain nombre de sujets sur la table. Il faut s'en emparer, évidemment. Jean-Yves Le Je Gallou. crois qu'il y a une autre raison pour laquelle les gens réagissent, c'est que Trump fait vendre. Il fait vendre ça, c'est des heures sûr. d'antenne, Oui. il fait vendre du papier. C'est un excellent produit. Donc il a accaparé les médias parce que les médias en vivent aussi. D'ailleurs, nous, on en vit aussi puisqu'on en parle. Nous, on n'en vit pas beaucoup, mais sauf si les auditeurs se décident à faire un petit don à Radio Courtoisie. Alors, je le précise À d'ailleurs. proportion du patrimoine d'Elon Musk, par exemple. Voilà. Non, mais sérieusement, je fais une petite insiste puisqu'on me tend la perche et je m'en empare dans un élan trumpien. Nous avons vraiment eu un très mauvais mois de mars. Vraiment très mauvais, largement en dessous des moyennes habituelles. Donc nous avons un vrai besoin de soutien de la part de nos auditeurs. Si vous aimez ces émissions où on essaye de débattre et de discuter librement, voilà, nous avons vraiment besoin de vous. Alors je parle surtout à ceux qui n'ont encore jamais donné ou ceux qui n'ont pas donné depuis longtemps. N'hésitez pas à faire un don, même, je sais pas moi, si vous avez peu de moyens, de 5 € par mois par un prélèvement automatique, ou bien si vous avez très très peu de moyens, même un don de 5 € ponctuel. Si vous avez beaucoup de moyens, faites un don dans la mesure de vos moyens, justement, de votre fortune, de votre générosité. Sachant d'ailleurs, je discutais récemment avec des financiers catholiques qui me disaient que c'était important de donner au-delà de la générosité, parce que la générosité, c'est ce qu'on donne dans son superflu, et qu'il faut aller au-delà de son superflu pour être vraiment chrétien. Donc, je vous invite à réfléchir en ce temps pascal. Et vous avez pu vérifier, ils vous ont donné... Ce sont des gens assez généreux, oui. C'est notamment notre mécène de fin d'année, voilà, qui qu'on soulignait développe cela. l'histoire du superflu, là, j'ai pas très bien compris. On en reparlera. Là, je faisais juste Oui, la c'est pas manche, le débat. Charles-Henri. Non, mais c'est bizarre comme formule. On va donner la parole aux auditeurs, si ils Alors, sont là. Chez Trump, rien de ce qu'on attendait n'arrive, notamment sur les affaires Epstein, sur Obama, sur Clinton, sur Gates, sur Fauci, sur Kennedy le 11 septembre. Donc, est-ce que Trump n'est que du bluff ? Non, je pense pas. C'est peut-être cet auditeur attendait quelque chose, mais il me semble que Trump n'a jamais rien prétendu, si pendant la voilà. Trump a dit qu'il allait quand même, ouais. mettre en ligne, déclassifier une il a partie mis de un l'archive. certain nombre c'est de vrai. choses sur la mort de Kennedy, notamment. Oui. Voilà, mais Et effectivement, là, de il y a... Martin Luther King. Et de Martin Luther King. Bon, après, Il y a peut-être rien, on va pas oui. forcément découvrir des choses très nouvelles. Sur Kennedy, il y a eu des centaines de milliers de pages qui ont déjà été écrites. Bon. Je connais les États-Unis pour y avoir séjourné plusieurs fois. C'est un pays merveilleux, mais les Clinton et Obama ont mis ce pays dans un tel état qu'il faut une main de fer pour le redresser. Et j'ai remarqué, quand je travaillais là-bas, qu'on me critiquait d'y aller. Les Français n'aiment pas les Américains. Allons-y, continuons. Je vous confirme que dans les années 90-2000, la France, par l'intermédiaire du Club de Paris, se réunissait à Bercy et épongeait fréquemment les dettes des pays qui ne remboursaient pas leurs prêts. Gérant un restaurant à proximité, un certain nombre des acteurs de ce club venaient y dîner le samedi soir et m'en ont fait la confidence. Voilà.
Bon, on en parlera tout à l'heure pour Haïti, ça. Et enfin, la parabole de l'iPhone produit en Chine et revendu hors de prix qui serait menacé par Trump ne concerne que les bobos tant il existe d'excellents mobiles Android déjà vendus 10 fois moins cher. Voilà. Bon, et ben sur ces conseils, Il Je est viens transité de par le racheter même. un par les iPhone. mêmes lieux. Voilà, n'achetez pas un iPhone, achetez un Android et donnez le surplus à Radio Courtoisie.